Le cri déchira la nuit comme un éclat de verre brisé sur les pavés humides de Barcelone. Maman! Pourquoi tu mens encore? Sofia, les yeux flamboyants sous la lune pâle, serrait le collier de perles usées contre sa poitrine, ce bijou que Lucie lui avait offert pour ses 16 ans, symbole d'un amour qu'elle croyait éternel. Dans l'ombre du vieux quartier gothique, Élodie recula, son visage pâle comme un fantôme, tandis que le vent salé de la Méditerranée portait l'écho d'un secret trop longtemps enfoui. Les rues de Barcelone, avec leurs mosaïques sinueuses et leurs balcons fleuris de géraniums rouges, avaient toujours été pour Lucie un refuge contre les rigueurs de la vie parisienne. À 40 ans passés, elle avait fui la capitale française, cette ville aux lumières impitoyables qui avait étouffé ses rêves de jeunesse. Élodie, sa compagne depuis une décennie, l'avait suivie sans un mot de regret. Elles étaient arrivées en Catalogne un automne pluvieux de 2005, sac à dos sur l'épaule, le cœur gonflé d'une audace romantique qui les unissait comme un serment gravé dans le marbre de la Sagrada Familia. Ici, nous recommencerons, avait murmuré Élodie en posant sa tête sur l'épaule de Lucie, alors qu'elle contemplait la mer depuis la colline de Montjuic. Mais le destin, ce farceur catalan, leur réservait un chemin bien plus tortueux. C'est dans une petite agence d'adoption nichée au cœur du quartier de Gracia, entourée de cafés bohèmes et d'ateliers d'artistes, qu'elles avaient rencontré Sofia. La fillette de 5 ans, aux yeux sombres comme les olives de l'Aragon et aux cheveux noirs cascadant en boucles indomptées, était assise sur un tabouret trop haut pour elle, les jambes ballottant dans le vide. Ses parents biologiques, des immigrés marocains installés en Espagne depuis une génération, avaient péri dans un accident de voiture sur l'autoroute vers Valence. Elle est forte, cette petite, avait dit l'assistante sociale, une femme aux lunettes rondes et à l'accent chantant. Mais elle a besoin d'un foyer où l'amour ne connaît pas de frontières. Lucie avait senti son cœur se serrer, Élodie, plus impulsive, avait tendu la main vers l'enfant. « Bonjour, ma chérie. Je m'appelle Élodie. Et toi ?» Sofia avait levé les yeux, méfiante au début, puis un sourire timide avait éclairé son visage. Sofia. Comme la cathédrale de la ville. Elles avaient ri, un rire nerveux qui masquait l'angoisse de l'inconnu. Les démarches avaient duré des mois, entretiens interminables, visites à domicile dans leur appartement modeste aux murs ocre, surplombant la Plaza del Sol. La bureaucratie espagnole, encore imprégnée des ombres du franquisme malgré les avancées du nouveau millénaire, scrutait leur union avec une suspicion voilée. 2 femmes ? Êtes-vous sûr de pouvoir offrir un équilibre à l'enfant ? Avait demandé un fonctionnaire bedonnant, son stylo suspendu au-dessus du dossier. Lucie, juriste de formation, avait répondu d'une voix ferme, « L'équilibre, monsieur, naît de l'amour, non des stéréotypes. » Élodie, graphiste freelance, avait ajouté avec son humour caustique, « Et si l'équilibre manquait, nous l'achèterions chez IKEA, comme tout le monde ici. » Le jour de l'adoption fut un tourbillon de joie et de larmes. Elles avaient emmené Sofia à la plage de la Barceloneta, où les vagues léchaient le sable doré sous un soleil implacable. L'enfant, vêtu d'une robe jaune vif, avait couru vers l'eau, éclaboussant ses nouvelles mers d'embrun salé. « C'est à moi, maintenant ?» La mère, avait-elle demandé, les yeux écarquillés. Élodie l'avait soulevée dans ses bras, riant, « Tout est à toi, Sofia. Le monde entier. » Lucie, plus réservée, observait la scène avec une tendresse mêlée de peur. Elle avait toujours su que leur amour, forgé dans les manifestations pour le mariage gay à Paris en 1998, n'était pas une évidence partout. Mais en Espagne, pays de passion enflammée et de fêtes interminables, elle espérait y trouver un sol fertile pour leurs racines. Les premières années filèrent comme un express catalan. Sofia grandit dans l'effervescence de Barcelone, les marchés de la Boqueria où Élodie lui apprenait à marchander pour des figues mûres, les après-midi pluvieux passés à peindre avec Lucie dans leur atelier improvisé, les veillées autour de paella fumantes où elle racontait des histoires de France, les châteaux de la Loire, les vignobles de Bordeaux pour apaiser les cauchemars de l'orpheline. Sofia absorbait tout, l'espagnol roulant de la rue, le français chantant de ses mères, le catalan rebelle des voisins. À 7 ans, elle dessinait des familles arc-en-ciel, avec 3 silhouettes enlacées sous un soleil souriant. « C'est nous », expliquait-elle fièrement à ses maîtresses d'école, provoquant des murmures approbateurs ou des regards fuyants selon les enseignants. Pourtant, sous cette idylle, des fissures se dessinaient. Lucie, promue avocate dans un cabinet international,
rentrait tard, les épaules voûtées par le poids des dossiers sur les droits des minorités. Élodie, quant à elle, luttait contre la précarité des contrats freelance, ses toiles abstraites, inspirées des mosaïques de Gaudí, s'empilaient invendues dans un coin du salon. « Tu me manques » chuchotait Élodie lors de leur rare nuit volée, lovée contre Lucie dans leur lit au drap froissé. Mais les mots s'effilochaient, remplacés par des silences lourds. Sophia, intuitive comme les chats errants de la Rambla, percevait ces tensions. « Pourquoi maman Lucie est triste ?» demandait-elle un soir, blottie entre elles sur le canapé. Élodie, les yeux brillants, répondait « Parfois, l'amour est comme une tempête en mer. Il secoue, mais il passe. » Lucie hochait la tête, serrant la main de sa femme, se promettant intérieurement de tenir bon. À 12 ans, Sophia commença à changer. Adolescente précoce, elle se passionna pour la littérature, les vers de Federico Garcia Lorca, les romans de Marguerite Yourcenar qu'elle dérobait dans la bibliothèque de Lucie. Lors d'un voyage en Andalousie, elles visitèrent la maison du poète à Grenade, et Sophia, émue aux larmes devant les fontaines du Généralif, confia « J'aime les histoires où l'amour défie les règles. Comme le nôtre. » Élodie, émerveillée, l'embrassa sur le front. « C'est le plus beau des cadeaux, ma puce. » Mais Lucie, hantée par ses propres doutes, enfouit un passé d'hésitation amoureuse avant Élodie, se raidit imperceptiblement. Elle se rappelait ses 20 ans, à Paris, quand une amitié ambiguë avec une camarade d'université avait tourné au scandale familial. « Ne sois pas comme moi », se surprit-elle à penser, chassant l'idée d'un haussement d'épaule. Les années suivantes furent un kaléidoscope de rires et de défis. Sophia excellait au lycée, capitaine de l'équipe de volley-ball, où sa silhouette athlétique héritage de ses origines maghrébines attirait les regards. Elle collectionnait les vinyles de flamenco et de chansons françaises, dansant seule dans sa chambre au rythme de Piaf ou de Camarón de la Isla. Élodie l'emmenait au festival de Sitges, la ville arc-en-ciel de Catalogne, où les chars multicolores défilaient sous les acclamations. « Regarde, Sophia, ici, l'amour est une fête », disait-elle, tandis que Lucie, plus pragmatique, organisait des dîners avec des amis expatriés français pour ancrer leur bulle familiale. Pourtant, au fil des saisons, Sophia devint plus secrète. Ses journaux intimes, cachés sous son matelas, regorgeaient de croquis de filles aux yeux expressifs, de poèmes chuchotés sur des lèvres inconnues. À 16 ans, lors d'une dispute banale sur les notes scolaires, elle claqua la porte « Vous ne me comprenez pas. Vous vivez dans votre bulle parfaite. » Élodie pleura cette nuit-là, Lucie, stoïque, murmura « Elle grandit. C'est notre rôle de la laisser voler. » Mais le vent du changement soufflait plus fort. Un soir d'été, alors que la brume montait de la mer, Sophia rentra d'une fête avec un bleu au bras, rien de grave, une chute lors d'une danse endiablée. Élodie, paniquée, l'interrogea « Qui t'a fait ça ?» Sophia haussa les épaules « Personne. Juste. La vie. » Lucie, sentant le mensonge, insista doucement. C'est alors que Sophia murmura, les yeux baissés, « C'est une fille. On s'est disputé. Elle-même, je crois. » Le silence qui suivit fut un abîme. Élodie, la première, brisa la glace. « Et toi, ma chérie ? Qu'est-ce que tu ressens ?» Sophia releva la tête, vulnérable, « Je ne sais pas encore. Mais ça fait mal, comme si j'étais coupée en deux. » Lucie, le cœur battant, attira sa fille dans ses bras. « Nous sommes là. Toujours. » Ce soir-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube, tissant un filet de mots pour retenir l'enfant qui s'éloignait. Pourtant, dans l'ombre de cette confidence naissante, les doutes de Lucie s'amplifièrent. Au cabinet, elle croisa le regard d'une nouvelle collègue, une Andalouse nommée Carmen, aux courbes généreuses et aux rires francs. Une simple conversation sur un dossier devint un café prolongé, puis un déjeuner. « Tu es si vive, Lucie », dit Carmen un jour, effleurant son bras. Lucie rougit, fuyant le contact, mais le poison du regret s'insinua. Élodie, absorbée par un projet d'exposition, ne remarqua rien. Sophia, elle, flairait le malaise. « Maman, tu es distante. » Lucie souriait, masquant la tempête intérieure. Barcelone, avec ses ruelles labyrinthiques, semblait soudain un piège doré. L'automne 2023 enveloppa Barcelone d'une lumière ocre, comme un tableau de Miro où les couleurs se fondent en mélancolie. Sophia,
désormais 16 ans et demi, naviguait les couloirs du lycée comme une tempête contenue. Ses amis, un cercle éclectique de catalanaises, d'italiennes et de sud-américaines, l'entouraient d'un cocon bruyant, mais elle se sentait seule au milieu du tumulte. La fille de la fête, Inès, une danseuse de flamenco aux hanches ondulantes et aux yeux de braise, hantait ses nuits. Elle s'était revue en secret, un baiser volé derrière les arches du parc Güell, une main glissée dans la paume moite lors d'une projection de film indépendant au CCCB. « Tu es belle quand tu rougis », murmurait Inès, sa voix rauque comme un boléro. Sofia, ivre de cette nouveauté, se laissait emporter, ignorant les murmures de la jalousie qui pointaient déjà. Chez elle, l'équilibre familial vacillait. Élodie, après des mois de galère, avait enfin vendu une série de toiles à une galerie de Saria. « C'est notre tour, Lucie. Les affaires reprennent », s'exclamait-elle, les joues rosies par le cava. Mais Lucie, rongée par son flirt innocent avec Carmen, rentrait épuisée, prétextant des deadlines. Un soir, alors qu'elle dînait sur la terrasse PAMB Tomaquet et anchois frais, Sofia lâcha « J'ai rencontré quelqu'un. C'est une fille. » Le couteau d'Élodie s'immobilisa, Lucie avala de travers. « Raconte-nous », encouragea Élodie d'une voix douce, posant sa fourchette. Sofia, les joues en feu, décrivit Inès, sa passion pour la danse, son rire contagieux, les soirées passées à improviser des chorégraphies sous les étoiles de Tibidabo. Lucie écoutait, un sourire forcé aux lèvres, mais intérieurement, une vague de panique la submergeait. Et si elle souffre comme moi j'ai souffert, pensait-elle, se remémorant ses propres tourments adolescents, quand sa mère l'avait traitée de perverse après avoir surpris une lettre d'amour à une camarade. Élodie, plus ouverte, bombarda Sofia de questions bienveillantes. Est-ce qu'elle te respecte? Te fait-elle rire? Sofia hocha la tête, rayonnante. C'est comme dans tes livres, maman Élodie. Un amour qui brûle. Plus tard, seule avec Lucie, Élodie murmura, notre fille est comme nous. C'est un miracle. Lucie acquiesça, mais son baiser ce soir-là fut distrait, ses pensées vagabondant vers Carmen. Les mois suivants furent un tourbillon. Sofia et Inès devinrent inséparables, promenade main dans la main le long du Passec de Gracia, où les vitrines de Gaudí reflétaient leurs silhouettes enlacées, nuit passée à écouter du Rosalia dans la chambre de Sofia, chuchotant des promesses d'éternité. Élodie, enchantée, offrit à Inès un collier de perles anciennes, héritage de sa grand-mère normande. Pour que tu te sentes chez toi, dit-elle lors d'un dîner familial improvisé. Lucie, en surface, jouait le rôle de la mère cool, elle emmenait les filles à des expos au Macba, discutant de féminisme queer avec une assurance feinte. Mais le soir, seule dans la salle de bain, elle fixait son reflet, se demandant si son silence sur Carmen n'était pas la plus grande trahison. Carmen, cette tentation incarnée, était tout ce que Lucie n'osait plus être, libre, sensuelle, sans chaîne. Originaire de Séville, elle avait fui un mariage arrangé pour étudier le droit à Madrid, puis s'était installée à Barcelone pour respirer enfin. Leur déjeuner devint rituel, tapas au bar d'El Pla, où Carmen commandait des gambas à l'agio avec un clin d'œil complice. « Tu es mariée au travail, hein ?» Oublie les dossiers un instant, taquinait-elle, effleurant la cuisse de Lucie sous la table. La première fois, Lucie s'était écartée, la deuxième, elle avait ri nerveusement, la troisième, un frisson la traversa. « C'est rien, se disait-elle. Juste une amitié. » Mais les textos s'accumulaient, pense à toi sous la pluie andalouse. Viens me voir un week-end? Lucie effaçait, culpabilisait, puis relisait en cachette. Sofia, de son côté, plongeait tête la première dans l'amour. Inès l'initia au monde des clubs underground de l'Exemple, où la musique techno pulsait comme un cœur affolé et où les corps se frôlaient sans jugement. Ici, on est libre, soufflait Inès, sa main possessive sur la hanche de Sofia. Mais la liberté avait son prix, les ragots au lycée, les regards en coin des parents traditionalistes. Une professeure, bien intentionnée mais maladroite, convoqua Élodie, votre fille est influencée par ces modes modernes. Élodie, furieuse, riposta, l'amour n'est pas une mode, c'est une essence. Rentrée à la maison, elle serra Sofia dans ses bras, prouve-leur qu'ils ont tort. Vis ton amour à fond. Lucie, informée par Élodie, sentit la culpabilité l'assaillir.
Je suis hypocrite, confia-t-elle à son journal ce soir-là, les pages noircies d'encre tremblante. Carmen proposa un voyage à Séville pour décompresser. Lucie accepta, prétextant un congrès professionnel. Le vol fut un supplice, elle imaginait le visage d'Élodie, confiante, berçant Sofia endormie. À l'arrivée, Séville l'enveloppa de son parfum d'oranger et de jasmin. Carmen les attendait à l'aéroport, radieuse dans une robe fleurie. « Bienvenue dans mon chaos », rit-elle, embrassant Lucie sur les deux joues, un baiser qui s'attarda une seconde de trop. Le week-end fut un vertige. Elles visitèrent El Alcázar, où les patios mauresques exhalaient une sensualité oubliée, dînèrent de gazpacho frais et de salmorejo sous les guirlandes lumineuses de Triana. Carmen racontait son enfance, les fêtes de feria, les robes volantes, la découverte de son désir pour les femmes lors d'une nuit de carnaval. « J'ai fui pour être moi », avoua-t-elle, ses yeux sombres fixés sur Lucie. Celle-ci, éméchée par le manzanilla, murmura « Moi aussi, j'ai fui. Mais je me suis perdue en chemin. » Leur premier baiser survint sur le balcon de l'hôtel, sous un ciel étoilé, les lèvres de Carmen douces comme du miel d'eucalyptus. Lucie se laissa aller, un instant de pureté volée, avant que la honte ne la rattrape. De retour à Barcelone, elle jura de ne plus recommencer. Mais les textos persistèrent, et Carmen devint une ombre insistante. Sofia, intuitive, remarqua le changement. « Maman Lucie, tu as l'air fatiguée. » « C'est le boulot. » Lucie hochait la tête, évitant son regard. Élodie, occupée par une commande urgente, ne vit rien. Jusqu'au jour où Sofia, fouillant par accident dans le sac de Lucie pour un chargeur, trouva un billet d'avion froissé pour Séville. « C'était quoi, ça ?» demanda-t-elle ce soir-là, le papier tremblant dans sa main. Lucie blêmit. « Un déplacement professionnel, chérie. » Sofia n'insista pas, mais le doute s'était planté comme une épine. Inès, de son côté, pressait Sofia, « Viens vivre avec moi après le bac. On ira à Madrid, on dansera jusqu'au bout de la nuit. » Sofia hésitait, partagée entre son amour naissant et le foyer qui l'avait sauvée. Lors d'une dispute, Inès l'accusa, « Tes mères te tiennent en laisse. Elles veulent te contrôler. » Sofia pleura, courant se réfugier chez Élodie. « Elle ne comprend pas, » sanglota-t-elle. Élodie la consola, « L'amour vrai libère, ne retient pas. » Mais au fond, elle se demandait si leur propre amour résistait encore aux assauts du temps. Le point de non-retour arriva un soir de novembre. Lucie, de garde tardive, reçut un appel de Carmen, « Je pars à Madrid. Viens me dire au revoir. » Contre toute raison, elle y alla. Leur étreinte, dans un café anonyme du Raval, fut un adieu passionné. « Tu es prisonnière de ta vie », murmura Carmen avant de partir. Lucie rentra brisée, jurant fidélité à Élodie. Mais le destin, cruel, avait d'autres plans. Sofia, à 17 ans, traversait sa première rupture. Inès, jalouse d'une camarade de classe, avait claqué la porte, « Tu n'es pas prête pour ça. » Sofia, dévastée, se confia à Lucie lors d'une promenade sur la plage nocturne. « L'amour fait mal, maman. Comment tu fais, toi, avec maman Élodie ?» Lucie, les larmes aux yeux, avoua partiellement, « On trébuche, on se relève. C'est ça, l'amour. » Elles s'assirent sur le sable froid, les vagues murmurant des secrets. Pour la première fois, Sofia vit sa mère non comme une figure inébranlable, mais comme une femme vulnérable. « Je t'aime », dit-elle simplement. Lucie l'étreignit, chassant les ombres de Carmen. Pourtant, le secret de Séville pesait. Élodie, flairant le malaise, confronta Lucie un matin pluvieux, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi. » Lucie hésita, puis murmura, « Rien. Juste le stress. » Le mensonge s'épaissit, empoisonnant l'air. Sofia, témoin silencieuse, se promit de protéger son foyer. Mais à 18 ans, son propre coming out allait tout faire basculer. Le printemps 2025 éclata à Barcelone comme une gerbe de feux d'artifice, les jacarandas violets bordant les avenues d'une douceur trompeuse. Sofia, fraîchement majeure, se préparait à l'université, une licence en art du spectacle à l'UB, avec des rêves de chorégraphie qui la portaient comme des ailes.
Inès était un souvenir fané, remplacé par une timidité nouvelle envers les filles croisées aux auditions de danse. Je ne veux pas me brûler encore, confiait-elle à ses amis lors de café au soleil de la Plaza Royale. Mais au fond, une certitude mûrissait, elle était lesbienne, pleinement, sans ombre. Le moment de le dire à ses mères approchait, chargé d'une urgence qu'elle ne s'expliquait pas. Lucie, de son côté, luttait contre les vestiges de sa trahison. Carmen avait disparu à Madrid, emportant avec elle les tentations du passé. Lucie s'était jetée dans le travail, défendant pro bono des cas de discrimination LGBTQ+ devant les tribunaux catalans. Pour Sofia, se disait-elle, une pénitence silencieuse. Élodie, sentant la distance, multipliait les gestes tendres, un dîner surprise au 4 GATS, où Picasso avait jadis croqué des poètes, une toile peinte à 4 mains, un paysage de la Costa Brava où leurs initiales s'entremêlaient dans les vagues. Revenons à nous, implorait-elle lors d'une nuit d'insomnie, ses doigts traçant des cercles sur le dos de Lucie. Celle-ci cédait, revigorée par ces instants, mais le poids du secret la rongeait comme une marée acide. Sofia choisit une soirée d'avril pour sa révélation. La famille dînait sur la terrasse, l'air embaumé de jasmin et de mer. Des bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les visages. « J'ai quelque chose à vous dire », commença Sofia, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Élodie posa son verre de Rioja, Lucie se figea, un pressentiment la traversant. « Je suis lesbienne. Pas juste une phase, comme avec Inès. C'est moi, vraiment. Et j'ai rencontré quelqu'un. Une fille de mon cours de théâtre, Clara. Elle est douce, intelligente. Je l'aime. » Le silence s'étira, puis Élodie se leva, les larmes coulant. « Oh, ma fille. Viens là. » Elle l'enlaça, riant à travers ses sanglots. « Nous t'aimons tel que tu es. Toujours. » Lucie, elle, resta immobile un instant, le cœur serré par un mélange de joie et de terreur. Joie pour Sofia, cette fleur épanouie, terreur pour elle-même, car cette franchise mettait en lumière sa propre duplicité. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle enfin, se joignant à l'étreinte. Sofia, libérée, parla des heures durant, de Clara, aux cheveux roux et au rire cristallin, de ses peurs d'adolescente, des nuits à douter, de la gratitude envers ses mères, qui lui avaient montré que l'amour féminin pouvait être un phare. Élodie, rayonnante, proposa, « Invitons-la à dîner. Qu'elle voie notre chaos familial. » Sofia rit, le pois envolé. Mais la nuit porta conseil ou poison. Allongée auprès d'Élodie, Lucie ne dormit pas et si j'avais tout gâché, pensa-t-elle, le souvenir de Carmen revenant comme un fantôme. Le lendemain, Sofia emmena Clara à la maison. La jeune fille, 19 ans, aux yeux verts et à la peau parsemée de taches de rousseur, arriva avec un bouquet de mimosas et un sourire timide. Le dîner fut un succès. Élodie cuisina une fideuà aux fruits de mer, Lucie raconta des anecdotes drôles de ses plaidoiries, Sofia rougissait à chaque compliment. Clara, étudiante en littérature, cita Yourcenar, « L'amour, c'est se mirer dans l'âme de l'autre. » Lucie applaudit, mais intérieurement, elle se sentait nue. La trahison éclata 2 semaines plus tard, lors d'un week-end prolongé pour la fête du 23 avril, San Jordi. Sofia et Clara partirent en escapade à Gérone, laissant Lucie et Élodie seules. Profitant d'un rare moment de paix, Élodie fouilla par habitude, par intuition le téléphone de Lucie. Les messages de Carmen surgirent, « Je rentre à Barcelone. On se voit. J'ai tant regretté. » Élodie pâlit, le monde s'effondrant. Quand Lucie revint d'une course, elle trouva sa femme assise dans le salon, le portable en main, les yeux rougis. « Explique-moi, » dit Élodie d'une voix brisée, comme un couteau dans le beurre. Lucie s'effondra à genoux. Les mots jaillirent en torrent, le flirt, le baiser à Séville, les nuits de culpabilité. « Je t'aime, Élodie. » C'était une faiblesse, un moment de doute. Pour Sofia, pour nous, je me suis battue. Élodie, dévastée, hurla, « Et moi ? J'ai tout donné. Pour toi, pour elle. Tu nous as trahis toutes les deux. » Les reproches fusèrent, les silences de Lucie, ses distractions, le mensonge qui avait gangréné leur foyer. Élodie quitta la maison ce soir-là, chez une amie du quartier, laissant Lucie seule avec ses démons.
Comment réparer ça, sanglota-t-elle, composant le numéro de Sophia. La jeune fille, alertée, écourta son week-end. Clara l'accompagna, ensemble, elles trouvèrent Lucie prostrée sur le canapé, le visage tuméfié par les larmes. Sophia, le cœur fendu, l'étreignit, « Maman. Qu'as-tu fait ?» Lucie avoua tout, sans phare, sa peur de vieillir, son admiration pour la vitalité de Carmen, sa terreur de perdre Élodie. Ton coming out m'a forcé à regarder en face mes propres ombres. J'ai failli tout détruire. Clara, sage au-delà de ses ans, intervint, l'amour n'est pas parfait. C'est choisir de guérir. Sophia, blessée mais aimante, murmura, on va la chercher. Ensemble. Elles partirent pour l'appartement d'Élodie, un 2 pièces exigu près de la Sagrada Familia. La confrontation fut un ouragan. Élodie, barricadée dans sa douleur, accusa, « Tu as profité de notre famille pour tes caprices. Sophia mérite mieux que ça. » Lucie, à terre, implora, « Pardonne-moi. Pas pour moi, pour elle. Pour nous. » Sophia, les larmes coulant, prit la parole, « Maman Élodie, je sais ce que c'est, la trahison. Inès m'a brisée. Mais vous m'avez appris que l'amour rebondit. Ne nous abandonne pas. » Clara, en retrait, serra la main de Sophia, un pilier silencieux. Élodie craqua, s'effondrant dans les bras de sa fille. « Je t'aime tant, Sophia. Et toi, Lucie? Comment te faire confiance à nouveau ?» Les heures s'écoulèrent en confession, Élodie avoua ses propres doutes, ses peurs de ne pas suffire, Lucie promit une thérapie de couple, une transparence absolue. Clara, touchante, offrit, « Laissez-moi vous aider. Mon père est psy, il voit des couples comme le vôtre tous les jours. » À l'aube, épuisées, elles rentrèrent ensemble, un pacte fragile en main. Le chaos culmina lors d'une escapade familiale à la Costa Brava, pour recommencer. Louant une maisonnette à Cadaqués, village de Dali aux eaux turquoises, elles marchèrent sur les falaises. Sophia et Clara, main dans la main, ouvraient la voie, Lucie et Élodie suivaient, tendues. Soudain, un orage éclata, les forçant à s'abriter dans une grotte marine. Trempées, vulnérables, les mots jaillirent à nouveau. « J'ai eu peur de te perdre, » avoua Lucie. Élodie, le vent fouettant ses cheveux, répondit, « Et moi, de ne plus te reconnaître. » Sophia, voyant la faille se refermer, murmura à Clara, « C'est ça, la famille. Pas sans cicatrice. » Mais le destin, espiègle, réservait une ultime épreuve. Carmen, de passage à Barcelone, envoya un message anodin à Lucie, « Souvenir ? Café ?» Lucie, tentée un instant, montra le texto à Élodie. Celle-ci, au lieu de rage, soupira, « Bloque-la. Et dis-moi tout, toujours. » Ce geste scella leur renaissance. L'été 2025 s'annonçait clément, un baume sur les plaies encore vives. Sophia et Clara s'installèrent dans un petit appartement du Poblenou, un quartier en effervescence où les lofts d'artistes côtoyaient les vagues du métro. Leur amour, frais et ardent, fleurissait au rythme des répètes théâtrales et des pique-niques sur la plage de Bogatel. Sophia, libérée, s'ouvrait au monde, elle rejoignit une association queer catalane, militant pour des droits qu'elle vivait désormais pleinement. « Merci, mes mères », écrivit-elle dans une carte pour la fête des mères, accompagnée d'un dessin 3 femmes enlacées sur une falaise, écho à leur propre histoire. Lucie et Élodie, de leur côté, entamèrent une thérapie. Les séances, dans un cabinet aux murs tapissés de livres de Simone de Beauvoir, étaient un terrain miné mais fertile. La trahison n'efface pas 20 ans d'amour, insistait la thérapeute, une femme aux lunettes cerclées d'écailles. Lucie, honnête jusqu'à la moelle, disséquait ses failles, l'insécurité née d'un coming-out familial houleux à Paris, la peur de l'usure du temps. Élodie, plus viscérale, exprimait sa rage, « J'ai cru en nous comme en une œuvre d'art. Tu l'as ébréché. » Mais au fil des semaines, les mots se muèrent en pont. Élodie peignit une série de toiles sur le thème du pardon, des vagues brisant sur des rochers pour renaître écume. Lucie rédigea un article pour une revue juridique sur la résilience des couples queer, anonyme mais cathartique. Sophia, témoin de cette alchimie, se rapprocha d'elle. Un soir de juillet, lors d'une paella collective sur la plage avec Clara et des amis multicolores, elle leva son verre. « À nous,
qui avons survécu aux tempêtes. Lucie, les yeux humides, serra la main d'Élodie, à l'avenir. Leur réconciliation n'était pas parfaite, des nuits, Élodie se réveillait en sursaut, hantée par des doutes, Lucie, parfois, jetait un œil furtif à son téléphone. Mais ces failles, loin de les briser, les rendaient plus fortes, comme les arches gothiques de la cathédrale qui défient les siècles. Le climax émotionnel survint en août, lors d'un voyage à Paris, un retour aux sources pour Lucie et Élodie, une découverte pour Sophia et Clara. Elles logèrent dans un hôtel du Marais, quartier des amours libres, et arpentèrent les quais de Seine au crépuscule. Sophia, émerveillée par les bouquinistes et les cafés enfumés, confia à Clara, « Ici, c'est comme si l'histoire de mes mères avait commencé. » Le soir, au cabaret sauvage, elles assistèrent à un spectacle de drag queens et de poétesses lesbiennes, riant aux éclats devant des numéros qui moquaient les normes. Élodie, un verre de kir à la main, murmura à Lucie, « Regarde-les. Nous aurions pu être ça. » Lucie, émue, répondit, « Nous le sommes. À notre façon. » Mais le vrai test vint d'une lettre inattendue, celle de la mère biologique de Sophia, une sœur aînée des parents décédés, vivant à Tanger. Via l'agence d'adoption, elle contactait Sophia, « Je veux te connaître. Tu as une famille là-bas. » Sophia, déstabilisée, en parla lors d'un dîner aux zinc d'un bistrot. « Et si je ne suis pas assez pour vous ?» demanda-t-elle, vulnérable. Élodie, la voix tremblante, répondit, « Tu es tout. Mais explorer tes racines, c'est grandir avec nous. » Lucie ajouta, « L'amour n'exclut pas. Il multiplie. » Sophia partit pour un court séjour au Maroc, accompagnée de Clara. Les retrouvailles furent tendres, des couscous épicés, des histoires d'ancêtres conteurs, un collier berbère en héritage. « Je reviens plus entière », écrivit-elle à ses mères. De retour, la famille se réunit sur la colline de Montjuic, là où tout avait commencé 20 ans plus tôt. Le soleil se couchait sur la mer, peignant le ciel de rose et d'or. Sophia, entre Clara et ses mères, parla du voyage, « Ma sang biologique m'a donné des couleurs. Vous, la palette pour peindre. » Élodie, serrant Lucie, murmura, « Et nous ? On a failli tout effacer. » Lucie, les yeux dans les siens, répondit, « Mais on a choisi de rester. C'est ça, le vrai courage. » Leur histoire ne s'acheva pas en feu d'artifice, mais en une quiétude humaniste, tissée de cicatrices et de rires. Sophia et Clara montèrent une pièce de théâtre sur des amours adoptifs, jouée au titre-lieu sous les applaudissements conquis. Élodie exposa ses toiles à la Biennale de Catalogne, une critique saluant l'hymne à la résilience queer. Lucie, promue partenaire au cabinet, défendit avec ferveur les droits des familles arc-en-ciel. Et lors des nuits calmes, quand Barcelone ronronnait sous les étoiles, elle s'endormait enlacée, 4 cœurs battant à l'unisson. Car au bout du compte, l'amour, ce feu français allumé en Espagne, n'était pas une possession, mais un don. Il avait trahi, brisé, guéri. Et dans cette danse éternelle, Lucie, Élodie et Sophia apprirent que la plus belle révélation n'était pas d'aimer une femme, mais d'aimer malgré tout. Sous le ciel catalan, vaste et indulgent, leur famille rayonnait, un phare pour les âmes errantes.